OK là ? OK, ça marche, merci. OK, bah du coup là, bienvenue au topo sur l'écologie du coup. L'intitulé du topo, c'est « Sommes-nous condamnés à la catastrophe climatique et l'humanité peut-elle réparer les dégâts du capitalisme ?» Voilà, je vais introduire et après je laisserai Aslan. Depuis plusieurs années maintenant, la norme, en fait, ça a été des étés fournaises où les températures, elles s'emballent, où les méga-feux dévorent des régions entières, les cyclones ravagent tout sur leur passage et les sécheresses détruisent les récoltes. Et là, il y a quelques semaines, on a vu le gouvernement et les chefs d'État, les capitalistes, en fait, les experts qui sont allés s'amuser, qui sont allés amuser la galerie. En fait, chaque année, il y a les COP là, qui se tiennent. Aujourd'hui, cette année-là, c'est la 30e au Brésil. En fait, sans que rien de fondamental ne soit changé, quoi, parce qu'on voit bien qu'au bout de 30, il n'y a rien qui change, quoi. Et en fait, pour cause là, ce spectacle repoussant, c'est organisé en fait par des pompiers pyromanes, quoi, parce que ils sont tout juste capables d'accuser les classes populaires de consommer mal. Quand ce sont eux qui produisent n'importe comment et n'importe quoi, et qui nous empoisonnent et qui saccagent la planète. Et les plus riches, en fait, dans tout ça, ils continuent tranquillement de traverser le monde en jet et émettent en quelques dizaines de minutes plus de CO2 qu'un travailleur au cours de toute sa vie, quoi. Cette COP30 là, si l'absence de Trump, le climato-sceptique, elle a été épinglée, ça doit pas masquer la responsabilité de tous les autres gouvernements et de toutes les autres entreprises dans le non-respect du moindre petit accord. Macron, il s'est proposé en champion du climat, mais en fait, il a pris surtout en fait ses bagages avec le représentant de Total Energy. Là, c'est un des plus gros pollueurs de la planète, hein, quand même. Et en fait, il y a aussi le président du Brésil, Lula, qui accueille cette COP là, qui a promis de sauver toute la forêt amazonienne, mais en fait, qui fait rien de sérieux contre les coupes sauvages de l'industrie et qui en fait continue de fragiliser en fait tout simplement les forêts, et qui en fait entraîne aussi beaucoup l'exportation du pétrole dans la baie de Rio. Sur quoi en fait ont abouti les 29 COP précédentes. Depuis 1992, les engagements majeurs pris par les États ont été des protocoles de Tokyo en 1997, les accords de Paris en 2015, mais en fait les résultats, ils ne sont pas du tout au rendez-vous. Chaque année, la COP, elle se réunit et chaque année, les records d'émissions de gaz à effet de serre, en fait, ils sont battus. La planète, elle se dirige toujours vers un réchauffement de 2,4 degrés Celsius et en fait c'est même parfois plus. En fait on dirait ce que dit en fait les rapports du GIEC quand même, c'est que si on dépasse les 1,5%, en fait c'est la fin du siècle et en fait tout simplement on n'aura pas atteint les accords qui avaient été pris aux accords de Paris. Là, si ce cap des 1,5 degrés il est franchi, en fait, on sera tout simplement dans une fournaise. Donc, lors des accords de Paris, qui ont lieu il y a 10 ans, il y a François Hollande et sa ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui se félicitaient d'un accord historique censé limiter le réchauffement climatique à plus de 2 degrés. Avant de revenir, en fait, après ça, à 1,5 degré en 2100. Pourtant, en fait, ceux qui ont peut-être pu faire les premières manifs, leurs premières manifs à ce moment-là, en fait, ils peuvent se rappeler que le gouvernement, en fait, il réprimait surtout violemment les manifestations qui dénonçaient l'inaction climatique et la poudre aux yeux de ceux qui, en fait, étaient dans ces COP-là, qui allaient, en fait, jusqu'à perquisitionner et assigner à résidence des dizaines de militants écologistes. Alors nous, on n'attend rien, bien sûr, des sommets des dirigeants qui ne pensent qu'au profit et qui en fait font passer leur profit avant les populations et qui en fait engagent aucune mesure concrète face au réchauffement climatique. Et quand bien même en fait ils appliqueraient ces mesures, nous on sait pourtant que en fait ça changerait rien. Pourtant, l'urgence, elle est réelle, c'est des vies, c'est la biodiversité et en fait c'est l'écosystème qui est en danger. Et en fait, la planète, oui, elle brûle pour leur profit. Et c'est ni par inconscience ni par folie, mais en fait juste pour la défense acharnée de leurs intérêts à eux, plus que celle de l'humanité.
Nous, on pense que en fait, maintenant, on peut en fait en discuter de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que l'humanité aussi, elle peut faire là dans cette société aujourd'hui. Est-ce qu'on est vraiment condamné à voir la planète devenir invivable? Bon, nous, on pense quand même que, spoiler, nous, en fait, on peut quand même faire des choses et c'est un peu l'idée du topo là d'en discuter maintenant. Voilà, ces dernières années, je vais un peu expliquer précisément les dernières années, comment ça s'est passé, quoi. Ces dernières années, les catastrophes naturelles elles se multiplient partout sur la planète. Le dérèglement climatique qui fait que s'accentuer. C'est des tempêtes de neige toujours plus fortes dans les régions les plus froides, de plus en plus d'incendies partout dans les régions les plus sèches. Et du coup, je vais donner quelques exemples sans faire toute la liste évidemment, mais des dernières catastrophes naturelles pour que en fait, on puisse prendre un peu du recul là-dessus, quoi. En fait, que ce soit aux USA ou rien que l'année dernière, en Californie, c'est plus en fait de 23 000 hectares qui ont été brûlés. En France, tous les ans depuis 2010, il y a des incendies qui se déclarent. Dans l'État espagnol, à Valence, il y a eu des inondations très importantes qui ont lieu l'année dernière. En fait, au cours du mois là, même du mois de novembre, il y a un typhon qui a touché en fait les Philippines, le Vietnam et la Thaïlande, qui ont entraîné 363 morts et disparus. Alors oui, les catastrophes naturelles, elles ont toujours existé, on ne peut pas le nier. Par contre, ces catastrophes, elles tendent quand même à se multiplier et à s'intensifier depuis la naissance du capitalisme. La crise climatique, tout le monde la ressent, et surtout les classes populaires. Le mois de juin 2025, ça a été le troisième le mois le plus chaud enregistré en France, avec des normales de saison supérieures à 3,3 degrés. Et c'est le même constat dans plusieurs autres pays du monde. Selon l'ONU, en fait, c'est près de 80% des pauvres du monde, donc 887 millions de personnes qui vivent dans des régions exposées à des chaleurs extrêmes, à des inondations et à d'autres risques climatiques. Les pays les plus touchés, c'est l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne. Donc les pays en fait, qui sont soumis à l'impérialisme. Mais en réalité, dans les pays impérialistes aussi, les classes populaires, elles sont confrontées aux dangers que représente la crise climatique. Selon un rapport du Lancet Countdown de 2025, il fait le lien entre le changement climatique et la santé dans le monde. La mortalité liée à la chaleur a bondi de près de 85% en 30 ans. Les personnes les plus touchées sont les personnes fragiles, comme les personnes âgées, les SDF ou les malades. Mais en fait, ça peut aussi concerner les personnes qui travaillent dans des conditions difficiles, comme dans le BTP, l'agriculture, la logistique ou l'industrie. Le GIEC, donc, qui cherche à expliquer et à dénoncer la crise climatique. Ce qu'on sait, c'est que la crise climatique elle est causée par l'augmentation des gaz à effet de serre. Les principales causes des émissions sont l'agriculture intensive, la gestion des territoires et la déforestation massive, la production de l'électricité, le chauffage et surtout les carburants d'origine pétrolière, gazière et charbonnière. Donc en gros les énergies fossiles, quoi. Donc pour réduire la crise climatique, en théorie, il suffirait de réduire les gaz à effet de serre. C'est d'ailleurs ce que propose de faire le GIEC, c'est ce qu'il propose en fait aux États et aux institutions. Pour autant, en fait, il paraît impensable pour les capitalistes de réduire leur production et donc leurs profits. Et ce n'est pas évidemment dans leur intérêt de le faire, puisque la raison même des capitalistes, en fait, c'est l'accumulation de richesses. Le chiffre qui est récemment mis en avant dans les différents rapports du GIEC, c'est que en fait, si la planète venait à dépasser les 1,5 degrés, il n'y aurait en fait pas de retour en arrière possible sur les conséquences que ça entraînerait. Au pôle Nord, la banquise elle a perdu 50% de sa superficie en 30 ans. Les températures elles augmentent d'autant plus vite dans les endroits qui sont très froids comme le pôle Nord. Cette fonte des glaces elle a des conséquences en fait assez importantes à la fois sur la nature et sur l'humanité. Par exemple, la fonte des glaces, elle provoque du coup la montée des eaux. Et en fait, c'est des villes comme New York, Tokyo ou Shanghai qui en fait courent de plus en plus de risques d'être inondées dans les années à venir. Et ça, en fait, ça viendrait évidemment en fait, provoquer une forte exode des habitants de ces villes, sans oublier une forte immigration des pays dans lesquels ce sera de plus en plus difficile de vivre à cause de la hausse des températures.
Tous ces exemples, en fait, ils montrent que les conséquences du réchauffement climatique, elles sont elles sont présentes aujourd'hui même, que ce soit pour l'écosystème ou pour l'humanité, et les conditions de travail des travailleurs et des travailleuses. Et nous, on pense que, voilà, avec le NPR évolutionnaire, c'est important de lutter contre le réchauffement climatique, que ce soit pour en fait, le maintien de l'écosystème ou des espèces animales, ou même juste pour lutter contre les conséquences sociales que ça entraîne. En fait, le bilan qu'on vient de faire, il n'est pas inconnu. Hein, d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà entendu. C'est plutôt une bonne chose en vrai de se dire que l'écologie, c'est un sujet qui politise ces dernières années. Mais en fait, ce qui en fait, reste intéressant de savoir, c'est en fait à quoi il sert ce bilan et à cause de qui on en est là surtout. Pendant que en fait, nous, on subit la crise climatique, que le nombre de morts il augmente à cause des inondations et des catastrophes naturelles différentes, les capitalistes, eux, ils versent des larmes de crocodile, tout ça en profitant de leurs résidences secondaires, bien au frais dans leurs yachts, etc. En fait, ils ont les moyens nécessaires, eux, de fuir la crise climatique et ses conséquences, en tout cas pour mieux supporter les conséquences que les classes populaires, pendant en fait, que nous, évidemment, on est obligés d'en subir ces conséquences, quoi. En fait, pour nous, le GIEC, il le dit aussi, hein, les responsables de la crise climatique, c'est l'activité humaine, mais c'est pas n'importe laquelle. Ce qui provoque les émissions de gaz à effet de serre trop importantes, c'est la production capitaliste. C'est en fait, pour donner un petit chiffre, 100 entreprises capitalistes qui sont responsables à elles seules de 75% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est en fait 25 d'entre elles qui en fait émettent la moitié de ces émissions de gaz à effet de serre. Toutes appartiennent à des secteurs qui sont en fait des secteurs qui produisent de l'énergie fossile et qui en fait, ces entreprises, elles font quand même des profits faramineux. Un autre chiffre qui est plutôt parlant, c'est que 1% des plus riches génèrent autant de CO2 que en fait, 5 milliards de personnes, donc en fait, soit les 2/3 des plus pauvres de l'humanité, selon l'Oxfam. Ces chiffres, en fait, ils permettent de montrer assez rapidement la responsabilité des plus riches dans le dérèglement climatique. Le seul et unique but en fait, des capitalistes, c'est de faire un maximum de profit sans se soucier en fait, de l'impact que en fait, ça pourrait avoir sur la planète, sans se soucier de l'impact des conditions d'existence et de travail de ceux qui les exploitent. Et les intérêts des capitalistes, ils sont totalement opposés à nos intérêts à nous, aux intérêts des exploités et en fait à la préservation de la planète. Les capitalistes sont le problème en fait, auquel il faut se confronter pour lutter contre le réchauffement climatique. Par ailleurs, c'est quand même ces mêmes personnes-là qui en fait, vont quand même verser des larmes de crocodile quand il y a des catastrophes naturelles qui ont lieu, alors qu'en fait, ils ont une part de responsabilité dans ces catastrophes. Le nombre de morts des classes populaires, il fait qu'augmenter, alors que en fait, les dirigeants, s'ils mettaient plus de moyens dans la construction de résidences qui seraient résistantes au séisme, en fait, il y aurait moins de morts. S'ils entretenaient mieux les lignes électriques, il y aurait moins d'incendies qui seraient déclarés. Mais en fait, pour ça, ils préfèrent quand même mettre en fait, plus d'argent et plus de moyens dans leurs profits plutôt qu'en fait, d'essayer de diminuer les risques pour la population. Donc en fait, ils sont bien responsables du réchauffement climatique, mais également responsables des pertes humaines bien plus importantes qui en fait n'en seraient pas là s'il y avait plus de moyens qui étaient mis au service de toutes et tous. La solution face à la crise climatique, ça serait en fait de reprendre les choses en main, notamment en matière de production. Le problème qu'il faut se poser à ce moment-là, c'est en fait pourquoi c'est pas nous qui décidons tout aujourd'hui. Donc il faut reprendre un peu les choses en main et se dire que c'est pas au patron de décider de moins produire pour la planète parce qu'en fait ils le feront pas quoi. Mais on pense pas non plus que ça sera si simple de pouvoir récupérer l'appareil de production. Par contre, on pense que la seule solution pour sauver la planète et ses habitants, c'est quand même de récupérer ces moyens de production, quoi. Donc pour nous, la seule solution dans ce cas-là, c'est de faire la révolution et de produire en fonction de ce dont tout le monde a besoin et plus en fonction des profits. La crise climatique, elle est devenue tellement importante aujourd'hui que même les capitalistes, ils sont obligés de la prendre en compte.
pour nous faire croire qu'ils essayent de trouver des solutions. Donc ils organisent les COP là, dont on a parlé dans l'introduction, des sommets et plein de rassemblements internationaux durant lesquels il y a beaucoup de discussions, mais souvent pas beaucoup d'aboutissements en vrai. En fait, pourtant, l'écologie elle a une part importante dans la société aujourd'hui. Notamment parce que, comme je le disais un peu plus tôt, ça a servi beaucoup à politiser la jeunesse. Mais du coup, ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est à quoi sert l'écologie pour les capitalistes et les dirigeants, et en fait, qui sont à leur service, quoi. Si le capitalisme il nuit à l'environnement, en revanche, l'écologie, en fait, ça peut être très profitable aux capitalistes. Parce qu'en fait, ils ont bien compris que l'intérêt croissant pour la question, en fait, il pouvait être investi aussi dans des projets, dans des labels, des sommets qui, en fait, pourraient se permettre d'être écrits comme éco-responsables, sauf qu'en fait, ils serviraient juste à leur profit. L'intérêt de l'écologie, c'est devenu un marché, en fait, où l'argent, il est investi pour tromper les consommateurs au lieu de servir à modifier réellement la production. Donc voilà, le rapport des capitalistes à l'écologie, c'est en fait tout simplement de s'en servir encore plus pour s'en faire des profits, quoi. Cette année, encore là, à la COP 30, donc je le disais, l'invité c'est le mec de Total Energy, là, le directeur de Total Energy. C'est en fait tout simplement l'entreprise la plus polluante de France, puisque les projets pétroliers de Total Energy, en fait, ils pourraient, d'après Greenpeace, représenter 90 milliards de CO2. En fait, ça montre bien en fait, la priorité des capitalistes. Total, en fait, lui, il a bien compris comment on faisait pour faire du greenwashing. Depuis quelques années, maintenant, ils ont lancé des super campagnes publicitaires pour vanter leur développement des énergies bas carbone et renouvelables. Et en fait, c'est aussi ces actions pour l'environnement, en fait, le truc des énergies solaires, du stockage de CO2, la reforestation, etc. Mais en fait, ces projets-là, en fait, ils compenseront jamais les milliards de CO2 qui, en fait, sont produits dans les forages pétroliers. Le rapport des capitalistes à la nature, il se fait que par l'exploitation la plus totale des ressources naturelles et avec elle, en fait, l'exploitation des travailleurs et des travailleuses. Donc les capitalistes, ils ne font pas que exploiter, en fait, ils répriment aussi, parce qu'il y a évidemment des manifestations et des protestations face à leur inaction. Et en fait, il y a des collectifs, des organisations qui s'organisent pour lutter contre les projets qui pourraient détruire encore plus la planète. La répression, elle a toujours été présente quand il s'agit de défendre les intérêts des capitalistes. C'est notamment le cas là, avec la répression le 5 et le 6 juillet 2025 sur le chantier de l'autoroute A69. Le préfet du Tarn, il avait interdit le rassemblement et il avait quand même mobilisé 2000 gendarmes qui se sont empressés d'arroser de gaz lacrymogène tous les manifestants qui venaient protester contre du coup, le fait de en fait, tout simplement construire une autoroute sur un endroit où on n'avait pas besoin. Nous, on pense qu'en fait, tout simplement que prendre l'exemple très médiatisé là, de la répression qui s'est faite autour de la construction des méga-bassines de Sainte-Soline. Vous avez sûrement vu là, les images qui sont sorties dans Mediapart au début du mois qui ont montré tout simplement des enregistrements de caméras piétons des gendarmes. Lors de cette manifestation, en fait, tout simplement, c'est plus de 200 manifestants et manifestantes qui ont été blessés. Les enregistrements vidéo en fait, sur lesquels on entend tout simplement et on voit des gendarmes tirer des tirs en fait, très, très dangereux et surtout illégaux. Quoi. Donc on voit bien que pareil, la légalité, ça les arrange un peu quand ils veulent. Quoi. Et tout ça en fait, dans le but de blesser les manifestants et les manifestantes. On les entend surtout en fait, exprimer leur joie de tirer sur les manifestants. Quoi. Donc la répression, elle passe aussi par la volonté de dissoudre les soulèvements de la terre parce qu'en fait, ils appelaient justement à la manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline. Donc en fait, si les capitalistes ils répriment autant les moindres petites mobilisations qu'il peut y avoir, en fait, c'est tout simplement parce que on pourrait leur proposer dans ces manifestations des solutions, mais en fait, tout simplement, ça change rien, tout simplement à la crise climatique.
Et en parlant de non-changement, on a pu voir ces dernières années tous les patrons des grands groupes automobiles qui n'avaient plus qu'un mot à la bouche, c'est la transition vers la voiture électrique. Et sur ce prétexte, d'ailleurs, sont licenciés des dizaines de milliers de travailleurs. Vous avez sûrement entendu Ken hier soir en parler, ouvrier à PSA Poissy, qui a été, un site d'usine automobile de 2000 salariés en région parisienne qui a été, voilà, le patron, il a officiellement annoncé la fermeture de l'usine. Et du coup, dans cette situation, les salariés des constructeurs, équipementiers, sous-traitants ou intérimaires qui sont déjà bien habitués au fantasme à l'emploi, ils ont un peu qu'une seule alternative, comme c'est le cas de Ken et de ses collègues, c'est d'accepter de voir leur emploi supprimé parce que ce qu'ils produisent c'est vraiment nuisible à l'environnement, ou bien ils se réfugient dans la défense de leur industrie en faisant confiance aux grands patrons pour que leur avenir soit assuré. Ça, c'est quand même deux pièges que les constructeurs ils voudraient voir subventionnés par les impôts de leurs victimes. Le patronat il revendique même des subventions afin d'assurer les investissements qui pourront verdir son industrie et surtout ses profits futurs. Peu importe, plaideront les ministres, que les milliards de profits réalisés par PSA ou Renault ces dernières années soient allés droit dans les poches des actionnaires ou dans des soirées mondaines. Il y a, on serait comme en 2009, après la crise, il y aurait urgence à financer la transition énergétique en finançant les capitalistes, nous disent-ils. Mais en fait, leur transition énergétique, elle sert que à défendre les objectifs de rentabilité fixés par les actionnaires, qui sont responsables des magouilles des constructeurs, et en fait, c'est pas du tout les salariés qui le sont. Mais en fait, même quand ils trichent pas, même s'ils le font souvent, c'est toujours ces exigences de profitabilité qui contraignent les travailleurs à trouver des solutions techniques qui respectent à minima les normes environnementales, qui sont déjà minimales. Et du coup, ces groupes, ils n'ont aucun scrupule à polluer pendant des dizaines d'années, y compris en trichant avec les normes, comme Volkswagen, qui avait modifié ses voitures pour truquer les tests de pollution. En plus de polluer l'air qu'on respire, ils n'arrêtent pas de vouloir nous enfumer. Et à côté de ça, les politiciens, ils en appellent hypocritement à la conscience et à la responsabilité de chacun et de chacune. Mais quelle est la part de l'ouvrier obligé de prendre sa voiture pour aller travailler face à Bernard Arnault qui voyage en jet privé ? D'après Oxfam, la consommation des 10% les plus riches est responsable de plus de la moitié des émissions. Et pour des millions de travailleurs, le transport, la nourriture, le chauffage, c'est des choix qui sont contraints. Ces choix contraignants le sont d'autant plus que les soi-disant transitions énergétiques qui vont encore une fois rapporter gros aux patrons, derrière, ce sont les travailleurs qui en payent le prix. C'est le cas en ce qui concerne l'industrie automobile. Parce que les travailleurs ils sont pour beaucoup contraints de racheter de nouvelles voitures qui sont censées être moins polluantes, les fameuses voitures électriques qui en réalité, de par leur conception et leur batterie au lithium, ne sont pas tellement moins polluantes. Mais les travailleurs ils doivent pourtant s'adapter à cette transition énergétique pour avoir une voiture qui respecte bien les critères, la petite vignette écologique sur le pare-brise qui certifie que tu as bien le droit de rouler dans certaines villes d'Europe. Et en fait, cette petite contrainte, elle change beaucoup pour les déplacements de beaucoup de travailleurs qui doivent parfois changer de voiture pour en acheter une nouvelle qui respecte bien les classes énergétiques, mais qui en réalité ne change pas grand-chose au dérèglement climatique. Et pourtant, ce sont bien ces travailleurs qui vivent également à proximité des usines à risque, dans les quartiers pollués et les zones inondables. Toujours plus de raisons de nous soutirer de l'argent tout en nous imposant des conditions de vie et de travail plus difficiles. Et voilà, ils nous sortent la concurrence extrêmement rude avec la Chine, qui est en pointe sur l'automobile électrique et les énergies renouvelables, et qui sera encore le prétexte à de nombreuses attaques. En fait, le capitalisme, aussi vert soit-il, continue à écraser les travailleurs avec la loi de la concurrence et du profit. Et l'opposition, à gauche, elle tente aussi une recette de capitalisme bienveillant, ce que d'aucuns appellent la relance verte. Tout le NFPI met en avant un New Deal vert en se référant au plan mis en œuvre par le président américain Roosevelt pour sortir de la Grande Dépression dans la deuxième moitié des années 1930. C'est subventions et commandes d'État au patronat d'un côté, austérité et sacrifices pour les travailleurs de l'autre, pour une relance de l'économie qui ne s'est faite en réalité que par la guerre de 39-45.
Et ces promesses de relance verte des affaires du patronat aux frais de l'État, ça cache rien d'autre qu'une austérité verte pour les travailleurs. Ce programme de relance verte de la gauche, c'est pas sans rappeler les plans de Macron pour faire ouvrir des usines vertes en France à coût de milliards de subventions. Donc voilà, austérité pour les salaires, relance pour les profits, voilà le credo de tous les politiciens bourgeois qui voudraient nous faire passer une pilule écolo. Donc ouais, c'est toujours eux-mêmes de faire des efforts, c'est toujours aux travailleurs et aux travailleuses, et c'est toujours et pourtant la crise climatique elle s'aggrave. Et voilà, pardon. Et après, bon, il y a aussi la politique de Trump qui est menée aux États-Unis depuis le début de son deuxième mandat, où il s'attaque à l'ensemble du monde de la recherche et l'écologie est l'une de ses principales cibles. Parmi les fameux mots-clés qui empêchent désormais les chercheurs d'avoir des financements, on retrouve crise climatique, énergie propre ou sciences du climat. C'est aussi des milliers de licenciements ou de départs sous très très grosse pression qui ont eu lieu dans la recherche sur l'environnement, avec environ 1300 personnes à l'Agence nationale pour le climat et l'atmosphère, 1000 à l'Agence pour la gestion des situations d'urgence, ainsi qu'une baisse prévue de 75% des effectifs de l'Agence de protection de l'environnement. À l'échelle internationale, Trump s'est désengagé, on l'a dit au début, des accords de Paris, pourtant vachement timides et peu contraignants, et a baissé de 4 milliards les financements au Fonds vert de l'ONU, sans compter les 3 milliards de l'Agence américaine pour le développement international, qui sont dédiés à la lutte contre le réchauffement climatique. Et ça c'est... Enfin voilà, et en plus, le ministre de l'énergie du gouvernement Trump, c'est Chris Wright, un grand patron des énergies fossiles. Donc voilà, Trump il donne un feu vert aux capitalistes qui veulent extraire du gaz de schiste. Il cherche même à les devancer en leur proposant un projet pétrolier de plus de 40 milliards en Alaska. Si les démocrates, bon voilà, c'était devenu les experts en greenwashing et en prétendue transition écologique comme Biden et son Green New Deal, Trump, il assume ouvertement, à coup de déclarations climato-sceptiques, de privilégier complètement les profits à l'environnement. Et ça, c'est pas que Trump. Partout dans le monde, l'extrême droite, elle a une autoroute pour cracher sa démagogie à haute teneur en carbone. On se rappelle ce député RN qui disait que les experts du GIEC, bon franchement, ils exagéraient. À chaque fois, il s'attaque à toutes les mesures écolo au nom de la défense du mode de vie des classes populaires et de la liberté individuelle, mais tout ça, encore une fois, pour cacher la défense des intérêts des patrons pollueurs. Et d'ailleurs, l'extrême droite, elle s'élève contre une écologie punitive qui générerait des taxes touchant avant tout les pauvres. Mais le premier à avoir multiplié les taxes, c'est bien Trump, pour des raisons qui ont tout à voir avec la préservation des profits capitalistes. Et pourtant, c'est pas ceux qui dénoncent la crise climatique qui sont, c'est pas ceux qui dénoncent la crise climatique qui sont responsables des licenciements, mais bien les patrons de Stellantis et autres ArcelorMittal. Les gouvernements des pays riches, comme en France, appliquent déjà la même politique que celle de l'extrême droite au pouvoir et dénoncent les migrants. Et pourtant, c'est la misère et les famines, générées par les catastrophes climatiques qui obligent des millions de personnes à chercher leur survie dans l'exil. Mais il y a aussi les guerres et les génocides, conséquences de la course au pétrole et aux minerais des capitalistes. Donc voilà, nous on veut privilégier l'environnement. Pourtant, ça ne veut pas dire non plus qu'on voudrait revenir à ce qu'était la production avant la révolution industrielle. En fait, ça, ce serait au contraire plutôt un retour en arrière. Et parce que l'évolution de la production telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est quand même une avancée. Et qui permet de produire à une échelle de masse et y compris qui pourrait nous donner beaucoup de temps libre. On devrait par contre se servir de cette production de masse, de tout le temps qu'elle nous permet, pour se baser sur les besoins de l'ensemble de la population. On pense simplement que la production, elle ne doit pas être au profit des patrons, mais au profit de la planète et l'ensemble de la population. Et voilà, du coup, nous, on ne se range pas de ceux qui parlent de décroissance
qui dirait que le problème, ce serait la production en tant que telle, etc. Parce que déjà, ça permet de pas trop... Enfin, voilà, nous, on pense que le problème, c'est les patrons. Mais pour autant, bon, c'est vrai qu'on est pour une forme de décroissance, mais celle de la décroissance de l'industrie du luxe, de l'armement, de la pub, voire on est pour leur destruction. Mais par contre, on est pour la croissance de tout un tas d'autres secteurs. En fait, la croissance des forces productives, c'est l'augmentation de la productivité du travail, c'est pas voilà, la croissance des biens produits. En fait, d'ailleurs, on n'est pas contre le fait de produire moins, mais en fait, on est surtout pour produire mieux, produire plus vite, pour pas se tuer au boulot, tout en répondant aux besoins de toute la population. Donc voilà, on l'a un peu discuté. Il y a plusieurs courants de pensée qui véhiculent un peu des illusions, y compris on n'a pas fait le tour et on pourra revenir dans la discussion. Mais du coup, un peu ces courants de pensée-là, ils mènent à des impasses et ils ont un peu la côte. Nous, on pense pour autant que l'espoir, il est permis parce que voilà, ces dernières années, il y a des luttes qui ont émergé à une époque et ont tendu à remettre de plus en plus en cause, en tout cas, la manière dont ces histoires de crise climatique étaient gérées. Parce que les manifs de rue pour l'environnement, elles se sont multipliées ces dernières années. Et d'ailleurs, pour certains d'entre nous, je ne sais pas trop vous, mais moi, c'était ma première manif. Et nos premières discussions politiques avec nos potes, autour de nous, dans nos familles, où c'était la première fois qu'on se posait un peu des questions de « c'est quoi ce qui se passe là quand même, il y a un problème ». Et parce que l'idée, tout d'abord, c'était de dénoncer la mascarade des COP et des écologies, enfin, de l'écologie de salon, comme lors du coup de la COP21 à Paris en 2015, il y a 10 ans, où il y avait, même si François Hollande, voilà, il y allait, il disait oui, c'est très bien, en fait, c'était aussi interdiction de manif et répression dure. Mais les mots d'ordre dans ces manifs, au fur et à mesure, en fait, voilà, on dénonçait de plus en plus les arnaques des dirigeants et ça permettait de discuter quand même que l'organisation capitaliste de la société, c'est le principal obstacle à abattre, bien que, voilà, il y a eu quand même un peu un manque de perspective politique précise. Et du coup, de fait, ces luttes, elles se sont heurtées aux capitalistes, parce que sans s'emparer du contrôle de la production, c'est vite limité. Il y a un exemple aussi, c'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui a empêché l'État de bétonner dans l'unique but de procurer une rente à Vinci. Et voilà, y compris, il y a eu un peu un écho dans d'autres lieux. Et c'était revendiqué le contrôle populaire sur les décisions en termes d'infrastructure. Bon, une des limites que nous, on voit dans ces luttes, c'est un peu cet idéal de séparation vis-à-vis du capitalisme, du fait que ce serait possible de vivre dans une sorte d'oasis au milieu du capitalisme, une île paradisiaque sur un océan de misère. Et en fait, ça reste très timoré sur la nécessité de renverser le système capitaliste dans son ensemble. Mais voilà, il y a eu aussi des activistes qui dégradent des locaux, etc. Mais bon, on peut faire un peu toute la liste des différentes actions qu'il y a pour le climat. Mais en fait, tout ça, ça pose la question de la nécessité de lutte écolo menée avec et surtout par ceux qui ont le pouvoir de renverser ce système et de diriger la société. Et qui sont les travailleurs. De telles luttes qui pourraient réellement faire pression sur le patronat et imposer de vraies avancées sur la question. Parce que ouais, l'humanité, elle dispose de capacités technologiques qui permettent de lutter contre le changement climatique, même si la technique en soi, bon, c'est pas toute la solution du problème. Mais en fait, surtout, on dispose de moyens financiers gigantesques et scientifiques qui permettraient d'engager la transformation de la société. Il suffit de regarder les budgets des entreprises qui pourraient servir à complètement autre chose qu'optimiser le profit et l'exploitation capitaliste. Les budgets militaires, qui présentent à la fois une production industrielle extrêmement polluante et un immense gâchis financier. Voilà, en France, a été voté que le budget militaire passerait à 65 milliards par an, on en a discuté et tout. Mais en fait, bon, tout ça, ce serait un enjeu majeur, c'était redirigé vers la transition écologique. Et on l'a vu avec les attaques trumpistes, les réacs qui veulent attaquer et réduire à peau de chagrin les recherches scientifiques sur la question, aussi modérées soient-elles.
Et voilà, et du coup, nous, au contrôle des capitalistes sur la production, sur les recherches scientifiques et tout, nous, on ne veut pas mettre le profit comme... Enfin, en gros, les capitalistes, ils mettent le profit comme unique critère de décision, et nous, on veut qu'il n'y ait plus de profit. Et par rapport à ça, on veut opposer l'intérêt des travailleurs qui représentent l'humanité tout entière, et du coup, qui représentent de fait aussi la justice climatique, quoi. Et ça veut dire le contrôle ouvrier sur la production. Mais de toute façon, ça tombe bien, c'est pas les capitalistes qui font tourner la société, c'est pas les patrons non plus, ils sont là que pour organiser l'exploitation, c'est bien les travailleurs de toute profession qui ont aucun intérêt, ni économique, ni matériel, à détruire la planète et qui connaissent le mieux les moyens de production, qui sont les plus à même de faire les choix nécessaires. Pendant voilà, les mobilisations de lycéens, les Friday for Climate, on disait fin du monde, fin du mois, même système, même combat. Et en fait, c'est ça l'idée, quoi. Donc, le renversement du capitalisme dans son ensemble, c'est pas un slogan abstrait, c'est se donner les moyens d'agir concrètement pour combattre les dangers qui menacent l'environnement. Et ça veut pas dire qu'il faut remettre les luttes pour l'environnement à plus tard, les subordonner au renversement du capitalisme. Au contraire, il faut que ces luttes, elles existent ou réexistent. Il faut les encourager, y prendre part, les aider à gagner, à faire reculer le gouvernement et imposer des mesures réellement contraignantes face aux grands trusts. Mais, et par contre, pour que ces mesures elles puissent aller jusqu'au bout, pour qu'elles soient réellement mises en place, il faudra ces luttes, mais aussi il faudra, enfin, y compris qu'ils posent du coup les termes qu'on a posés plus haut. Pardon. Et, mais y compris parce que, puisque l'écologie est incompatible avec le capitalisme, les révolutionnaires, ils peuvent et doivent proposer des perspectives à ces luttes, en être solidaires, voire les diriger, d'autant plus qu'il s'agit d'un enjeu vital pour l'ensemble de la classe ouvrière. Parce que les décisions qui détruisent la planète, elles ne se prennent pas dans les rayons du Lidl, ni dans les stations essence, mais au niveau de la production, pas auprès des exploités, mais dans les conseils d'administration des grandes entreprises et dans les grandes entreprises. Mais pour donner un peu un exemple, en Amérique latine, les paysans du MST, du coup c'est une orga trotskiste, qui réclament une meilleure répartition des terres, l'ont bien compris et luttent pour une agriculture débarrassée de la recherche du profit. En France, voilà, nous aussi, on s'oppose aux grands projets conçus par le business du béton ou de l'agroalimentaire, l'autoroute A69 à Toulouse, les méga-bassines à Sainte-Soline, entre autres. Et ces luttes, au départ, elles sont souvent locales. Elles cherchent à dépasser elles cherchent à dépasser le simple réflexe du pas de ça chez moi, quoi. Et on compte déjà quelques victoires. Mais l'idée, c'est de pouvoir construire une politique qui s'attaque directement à la racine du problème. L'emprise du capitalisme sur nos vies et sur l'environnement. Ce qui suppose d'y impliquer ceux qui subissent le plus la crise écologique, encore une fois, les travailleurs, mais aussi les travailleurs, qui peuvent travailler dans des usines agricoles comme industrielles et qui sont aussi ceux qui produisent tout. Et l'expropriation des capitalistes, la planification démocratique de l'écologie par les travailleurs, éclairée par les connaissances scientifiques issues de l'écologie, ça c'est des mesures d'urgence à la fois sociales écologiques et écologiques. Mais aussi, nous, on est pour ouvrir les frontières à tous les réfugiés climatiques. Et ça, il faudra aussi pouvoir l'imposer. La seule frontière qui doit compter pour nous, celle qui sépare les patrons pollueurs des travailleurs de tous les pays. Mais encore une fois, pour insister un peu sur ce point, il y a une contradiction fondamentale entre le capitalisme et la préservation de l'environnement. En 1883, dans un bouquin qui s'appelle Dialectique de la nature, Engels, le compagnon de Marx, mais qui du coup était un penseur socialiste, il constatait que, là il va faire une citation où il dit que, ne nous flattons pas trop de nos victoires sur la nature. Elle se venge sur nous dans chacune d'elles. Nous ne régnons nullement sur la nature comme un conquérant règne sur un peuple étranger, comme quelqu'un qui serait en dehors de la nature, mais nous lui appartenons avec notre chair, notre sang, notre cerveau. Nous sommes dans son sein et toute notre domination sur elle réside dans l'avantage que nous avons sur l'ensemble des autres créatures de connaître ses lois et de pouvoir nous en servir judicieusement. Mais le problème, c'est que pour que l'humanité
se serve judicieusement de sa connaissance scientifique de la nature, encore faut-il qu'elle puisse exercer un contrôle collectif et conscient sur les moyens de production. Et ça nécessite de renverser le capitalisme, d'exproprier la bourgeoisie. Y compris parce que l'anarchie capitaliste fait que même la bourgeoisie, elle ne peut pas contrôler entièrement son propre système. Alors, les travailleurs, selon les mots de Marx, ils devront instituer systématiquement le métabolisme entre l'homme et la nature comme loi régulatrice de la production sociale. Car sous le capitalisme, même vers ou même visage humain, la seule loi qui compte, celle du profit, peu importe les conséquences sociales et environnementales. Les travailleurs, eux, ils exploitent personne et aspirent uniquement à répondre à leurs besoins. Donc pour ça, il faudra qu'on les organise l'économie en préservant leur santé, mais également la planète. Et pour aller un peu vers la conclusion, on voulait un peu ajouter un autre truc, parce que vous l'avez entendu pendant ce week-end, nous on se revendique de la révolution russe, et il y a 2 décrets qui ont été mis en place pendant celle-ci par les bolcheviks. Dès 2 jours après la prise du pouvoir, il y a un décret qui s'appelle Sur la Terre, qui nationalise forêt, eau, sous-sol, ce qui rend possible de protéger collectivement la nature parce qu'il n'y a plus de propriété privée. En 1918, il y a une autre loi, du coup, 1 an après la Révolution russe, qui s'appelle Sur les forêts, qui crée une distinction entre forêts exploitées et forêts protégées. Le secteur protégé visant la préservation des monuments de la nature, ce qui, à l'époque, est quand même très en avance. En fait, la révolution, elle a permis que de nombreux biologistes, chimistes, etc., ils puissent avancer sur ces avancées sans avoir à se poser des questions budgétaires ou quoi. Mais en fait, malheureusement, comme pour toutes les avancées de la révolution russe, la contre-révolution stalinienne, elle a conduit à une confusion entre le marxisme et un productivisme caricatural. Vous avez peut-être entendu parler du stakhanovisme, etc. Mais en fait, nous, on est pour développer les forces productives, pour économiser le temps de travail, et parce que c'est aussi lié à la maîtrise et la connaissance de la nature. Mais l'idée, c'est pas de ressembler ou de singer les travers des capitalistes en les repeignant en rouge ou en vert, du coup. Mais du coup, en fait, là, ce qu'on a essayé un peu de montrer et de discuter, c'est que les luttes de la jeunesse pour l'environnement, elles vont et elles tendent d'aller dans le même sens que les luttes sociales. Elles s'opposent maintenant aux capitalistes sans que ce soit forcément conscient. Mais en réalité, les luttes sociales et environnementales, elles constatent le même problème fondamental et les solutions aux problèmes sociaux et aux problèmes environnementaux, elles ne vont pas l'une sans l'autre. Alors oui, il va falloir qu'on continue de revendiquer, qu'on continue de dénoncer ce système injuste et dangereux, et pour se préparer à nous en débarrasser ce week-end et après. Et du coup, pour répondre un peu à la question du topo, en fait, si autant on n'a pas de boule de cristal pour savoir de A à Z, on sait que les travailleurs au pouvoir, ça changerait beaucoup de choses et en fait tout sur la manière de produire et ça changerait même notre rapport à la nature elle-même et à la manière dont on l'utilise aujourd'hui. Et ça, même si la révolution, c'est pas pour la semaine prochaine, notre avenir, il n'est pas foutu, bien au contraire. La science, sous le communisme, dans la société dans laquelle on se revendique, ce ne sera plus une science au service des patrons, mais elle servira à innover pour, si ce n'est pas réparer de A à Z, au moins une partie les cicatrices que le capitalisme aura laissées sur la nature. En fait, l'idée c'est que pour comprendre la nature et l'organisation de la société, ça sert à pouvoir le transformer et pouvoir transformer en fait la vie qu'on a sous ce système en existence heureuse, libre et rationnelle sous le communisme. Et c'est ça que le marxisme peut nous apporter aujourd'hui sur la question de l'écologie, comme sur toutes les autres. En fait, c'est que toutes les portes seront ouvertes mais par contre, il n'y a plus qu'à militer pour, quoi.